Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le musée Picasso de Malaga pour cette invitation à participer à ce congrès international sur Picasso. Et bien entendu, le musée Picasso Paris. Voilà pour cette belle opportunité. Donc, ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'une bourse intitulée Immersion, proposée par le laboratoire d'excellence création art patrimoine en partenariat avec le musée Picasso. Donc, il s'est déroulé sur une durée de 10 mois et avait pour sujet les liens entre Picasso et le Louvre. Donc, dans ce cadre, j'ai eu accès aux archives privées de Picasso et j'ai pu bénéficier de l'aide précieuse des équipes du musée, que je remercie bien entendu bien chaleureusement. Lors de cette recherche, j'ai consulté la correspondance de l'artiste, le fonds de carte postale qu'il possédait, ainsi que les cartons d'invitation et sa correspondance institutionnelle, à la recherche des traces de ses visites au Louvre, mais aussi des œuvres du célèbre musée qui auraient pu y être mentionnées, ou encore celles des œuvres de Picasso qui auraient pu y être exposées. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à ces liens entre Picasso et le Louvre à l'aune d'un contexte, celui de l'arrivée de Picasso à Paris dans les années 1900, mais également la lumière du rôle qu'ont pu jouer d'autres établissements, tels que le musée du Prado, dans la construction d'une histoire de l'art vue par Picasso. Donc, pour respecter les contraintes de temps liées à cet exercice, j'ai choisi d'illustrer ce propos par une étude de cas, donc celle de l'influence des peintres espagnols du Louvre sur l'œuvre de Picasso. Donc, Pierre Rosenberg, dans son dictionnaire amoureux du Louvre, indique que Picasso se rendait peu dans les musées. Il reprend le texte de Penrose en ces termes, je cite, « En raison de son extraordinaire mémoire visuelle et de sa familiarité avec les arts sous toutes leurs formes, Picasso se rendait rarement dans les musées. » Par ce slide, j'ai tenté, donc de manière, loin d'être de manière très concise, d'inscrire quelques musées visités par l'artiste, au premier rang desquels figure sans doute, je tiens à souligner le sans doute, avant 1891, le musée municipal de Malaga où son père travaillait. Donc en juillet 1895, il visite le Prado, puis en 1904, le musée Ingres de Montauban. Il se rend sans doute vers 1904 au musée du Luxembourg, comme nous l'apprend Sofici, j'y reviendrai. Puis, en juin 1907, comme l'a rappelé l'exposition Picasso primitif, il visite le musée des monuments français et le musée d'ethnographie du Trocadéro. Sans doute va-t-il, en février-mars 1917, lors de son voyage en Italie, visiter les musées du Vatican, mais là encore, je laisse le conditionnel, n'ayant pas poussé plus avant la recherche. Donc, dans ce contexte, les visites de Picasso au Louvre relèvent du mystère. Peu documentés, hormis quelques témoignages de Fernand Olivier, Ardango Sofici ou Daniel-Henri Kahnweiler, la présence de l'artiste dans les salles du musée est difficile à retracer. L'épisode d'après-guerre, mentionné par monsieur, où Picasso se rend au Louvre aux côtés de Françoise Gillot et Georges Sale, un mardi jour de fermeture, est le plus connu. Mais à part ces quelques témoignages, la présence de Picasso dans les salles du Louvre est difficile vraiment à retracer de manière précise. Et les archives ne nous ont pas permis de combler ce vide, dès lors que le Louvre est gratuit jusqu'en 1922. Il ne nous a donc pas été possible de trouver le moindre ticket d'entrée dans les archives. Cela dit, ce tableau que je vous projette reprend les données glanées dans les textes de référence, tels que celui de Pahlavi Fabre, Picasso vivant 1880-1907, qui nous a permis de mieux comprendre le contexte des premières visites de Picasso au Louvre. Pahlavi Fabre fait le récit, dans Picasso vivant, page 204, de la première visite de Picasso au Louvre en 1900. Il raconte, je cite, « À Paris, me dit Palares, personne ne l'attendait à la gare, bien qu'il eût annoncé le jour et l'heure de son arrivée. Il prit une voiture et se fit conduire rue Gabriel, où il retrouva ses amis en compagnie des 3 modèles dont on vient de parler et qui l'accueillirent avec forces embrassades. Au même moment, le facteur apporta sa lettre.
Ils allèrent déjeuner tous ensemble dans un restaurant voisin du Moulin Rouge, puis passèrent l'après-midi au Louvre. Le soir, on improvisa tant bien que mal une couche pour Palarès, à qui, dès le lendemain, Germaine procura un vrai lit, pas trop cher. Fin de citation. Donc ce passage est intéressant à plusieurs égards. D'une part, il nous invite à prendre la mesure de la place qu'occupe le Louvre pour ses artistes. En effet, Palarès, est à peine sorti du train que Picasso l'entraîne au Louvre. Aussi, les à côté de cette anecdote nous renseignent sur une date qui pourrait être très précise si les archives Palarès conservent encore la fameuse lettre indiquant à Picasso la date de son arrivée à Paris, voire le billet de train de ce dernier, ou si elles renseignent de la date d'entrée dans ce logement recommandé par Germaine, nous pourrions connaître précisément le jour de cette visite au Louvre en cet automne 1900. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cette information dans la correspondance Palarès-Picasso conservée au musée Paris, puisque les lettres sont datées pour les plus anciennes de 1906 et sont donc postérieures à cet épisode. Donc Picasso s'installe définitivement à Paris en 1904 et avant cette date, il entreprend plusieurs allers-retours entre Paris et l'Espagne. Il est alors entouré de ses amis catalans de l'époque et ainsi on retrouve d'autres bribes de témoignages de ce type révélant sous fond d'une visite qu'il reçoit de l'un de ses amis une information précieuse concernant le Louvre. Donc c'est encore Pahlavi Fabre qui nous permet de prendre connaissance d'une visite au musée à l'automne 1902, indiquée dans la deuxième ligne de ce tableau. Oui, c'est ça, indiqué dans la deuxième ligne de ce tableau. Donc, page 312 du même ouvrage, il raconte, je cite, « D'après Rocarol, le peintre quitta Barcelone à bout de ressources et, selon ses propres termes, sans un sou en poche. Toujours d'après Rocarol, Pablo et lui se rendirent dès leur arrivée à Montparnasse, où ils louèrent pour une semaine une petite chambre, puis allèrent aussitôt rendre visite aux marchands durant Ruelle. Le même jour, ils eurent le temps et le courage de se rendre au fond de Montmartre pour aller voir des Catalans qui y habitaient. Le jour suivant, les deux amis visitèrent le Louvre, à ce que rapporte Rocarol, qui ajoute « Nous avons beaucoup marché, sans rien voir, tant il y avait à voir. » Fin de citation. Pahlavi Fabre cite un texte de Rocarol donc, qui était en cours de publication au moment où il écrit. Ce texte est publié sous le titre « Mémoire de Josep Rocarol y Frora ». Et donc peut-être que dans ce texte de Rocarol, ce dernier est plus précis quant à la date de sa visite à Paris. Néanmoins, il apparaît dans ce témoignage l'urgence de se rendre au Louvre dès l'arrivée à Paris. Il est important d'observer également qu'en ce début de siècle, et compte tenu des difficultés financières mentionnées par Rocarol, le Louvre a également pu être un endroit chauffé ou se réchauffer en cet automne 1902. André Derain le souligne d'ailleurs dans ses souvenirs. Il dit, je le cite, « Il y avait des misérables, il y avait des locteux, il y avait de tout qui venait se chauffer. » Donc dit-il en parlant du Louvre. Bien entendu, cette marche sans rien voir tant il y avait à voir nuance ce propos de Derain et marque l'importance de cette visite pour Picasso et Rocarol. Donc vers 1904, Soffici dit avoir vu Picasso au Louvre. Il indique que ce dernier y visita de préférence les salles du rez-de-chaussée comme un limier pistant son gibier parmi les antiquités égyptiennes et phéniciennes, les sphinx, les idoles en basalte, les papyrus et les sarcophages peints de couleurs vives. Dans ce témoignage d'ailleurs, après avoir indiqué cette rencontre au Louvre, Soffici raconte qu'avec Picasso et Max Jacob, ils attendaient Apollinaire devant la banque où ce dernier travaillait. C'est une autre version du passage cité. Et donc je vous propose un croquis de Picasso datant du 6 décembre 1905 qui vient à merveille rendre compte de ce témoignage de Soffici, de même que cette photographie où l'on voit Apollinaire et ses collègues devant cette même banque datant de 1903. Donc ces indices nous invitent donc à dater le témoignage de Soffici de manière approximative dans cette période des années 1904-1905.
je reviens en arrière. Je ne développerai pas plus sa visite à la fin des années 1905-1906 de l'exposition des fouilles d'Osuna et Cerro de los Santos, qui est bien connue, ni les épisodes de 33 et de 46, quant à eux narrés par le célèbre marchand Daniel-Henri Kahnweiler. Les visites de Picasso au Louvre sont sans conteste avant tout des moments d'étude où l'artiste vient se nourrir de l'œuvre des maîtres anciens. Après-guerre, ces visites semblent prendre une nature plus officielle, si l'on peut dire. Picasso, invité privilégié, se voit ouvrir les portes du Louvre et y placer ses œuvres aux côtés des chefs-d'œuvre du musée, on l'a vu. Mais il vient également rendre visite au directeur du Louvre lui-même à plusieurs reprises. Donc, Georges Sale décrit ses visites dans Cahiers et Fragments 1940-1962, page 167, en ces termes. Un certain jour, de juillet 1952, Picasso, venu me voir au Louvre, avait attendu quelques instants dans l'antichambre de la direction. « Quels sont ces messieurs dont les portraits sont là ?» me demande-t-il en rentrant dans mon bureau. « Mes prédécesseurs. » Et j'ajoute, c'est le Campo Santo des directeurs du Louvre. Ils sont tous là, depuis vivant des noms. Alors vient la question que j'espérais. Et vous, qui fera votre portrait ? Ce sera vous, si vous y consentez. À cette réplique, il n'avait pas répondu. Mais le lendemain, il revint, me posa la même question, qui requit de ma part la même réponse. « C'est entendu, dit-il. Je ferai ce que vous voudrez, un buste, une peinture, un dessin, mais pour cela, il faudra que vous veniez à Vallauris et que nous prenions jour. » Fin de citation. J'en profite pour remercier M. Salmon qui m'a communiqué une version mieux éditée de cet extrait que celle que j'avais trouvée. Donc, privilégié donc, Picasso a une relation qu'on peut aller jusqu'à qualifier d'amicale avec Sale. En témoigne la réalisation de ce portrait, conclu en 2 jours à peine. Enfin, à mesure que Picasso s'installe dans le Sud, ses visites au Louvre font l'objet de moins de témoignages. Cela dit, Émilie Bouvard, dans le cadre de ses recherches pour l'exposition sur le massacre des Innocents, m'a fait part de cette visite que Picasso aurait faite de l'exposition Poussin en 1960, avant l'ouverture du Louvre au public, à 10h. C'est la dernière ligne de ce tableau. Je reviens sur les premières années de visite de Picasso à Paris, que l'artiste croque dans ses quelques dessins, daté de 1904 et conservé au Musée de Barcelone. Je regrette de ne voir apparaître dans le dessin numéro 4 que Notre-Dame et la Tour Eiffel, et non le Louvre, malheureusement. Néanmoins, cette vue de 1901, où l'artiste se figure face à la Seine et avec à sa droite la Tour Eiffel, pourrait situer l'artiste dans une proximité avec le musée, peut-être même lui faisant dos. Donc ces dessins, véritables photographies de voyage, nous invitent ici à considérer un Picasso touriste. Donc, dans le cadre de notre sujet, la question de ce qu'il a pu voir à Paris, mais surtout de ce qu'il a pu voir au Louvre, se pose. En effet, l'art vu par Picasso évolue au gré des accrochages du musée. Donc, filons donc cette métaphore du groupe de touristes d'un genre particulier que nous croque Picasso et envisageons une réponse à la question de ce qu'il a pu voir au Louvre à la lumière du guide touristique qu'il aurait pu consulter à l'époque. En effet, c'est un document fort utile, assez commun, puisqu'avec l'avènement du chemin de fer, un véritable marché du guide s'est mis en place dans les années 1840-1860 et a explosé avec l'exposition universelle de 1900. Donc je vous projette une image d'un plan du Louvre tiré du manuel du voyageur de Baudecquer et plus particulièrement de la galerie de peinture espagnole dans l'idée de connaître ce qu'il a pu voir de cette galerie. Donc à la consultation de ce manuel du voyageur, on se rend vite compte que la galerie espagnole du Louvre est malheureusement peu fournie par rapport à la galerie de peinture française par exemple. Cela dit, dès les années 1900, il figure déjà des œuvres qui ont véritablement marqué Picasso. Je cite les œuvres mises en exergue par le manuel du voyageur de 1903, page 120. Donc, École espagnole,
La renommée de ces tableaux date d'un temps où les trésors de Madrid et de Séville étaient encore peu connus. Toutefois, le Louvre est le musée le plus riche en œuvres espagnoles hors de la péninsule. D'après Justy, la petite esquisse de 13 personnages, le portrait de l'infante, Marguerite, sont les seules créations authentiques de Velázquez au Louvre. Le portrait de Philippe IV n'étant qu'une copie d'élève. Mais les toiles de Murillo sont nombreuses et splendides. La Conception Immaculée en est la plus célèbre. Ce sont aussi d'excellentes œuvres de la Sainte Famille, la Cuisine des Anges, le Petit Mendiant et surtout la Naissance de la Vierge. Bonne composition de Ribera. Il y a enfin un superbe portrait de femme par Goya, le plus grand des réalistes espagnols au commencement du XIXe. Fin de citation. Le Petit Mendiant et le portrait de l'infante Marguerite marquent Picasso. Même si les œuvres qu'il va réaliser, telles que El Bobo ou plaque dorée d'une infante, les Ménines, que je vous projette ici, sont réalisées dans les années 50. On remarque d'ailleurs une nuance par ce titre, plaque dorée d'une infante, les Ménines, qui inscrit l'infante de Picasso en relation avec l'œuvre du Prado plutôt qu'avec celle du Louvre. Cependant, une œuvre marque Picasso dès son entrée au Louvre. En effet, en 1937, le Louvre acquiert cette nature morte de Goya, la tête de mouton. Alors 2 ans plus tard, Picasso réalise une tête de mouton écorchée, donc en 1939. Rappelons aussi qu'il existe 12 natures mortes de ce type réalisées par Goya et dispersées dans le monde. Cependant, cette proximité des dates laisse à penser que Picasso a été marqué par cette œuvre espagnole nouvellement entrée dans les collections du Louvre. En 1942, les collections espagnoles du Louvre s'enrichissent, notamment par la donation Baistegui. À ce sujet, l'historien d'art Jean Lémarie confie une anecdote dans le catalogue de l'exposition Copier-créer, page 335. Il dit, je cite, « Je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de me trouver au Louvre avec lui, déclare-t-il en parlant de Picasso, lors de la présentation de la donation Baistegui en 1948. Il ne dit rien devant les portraits fameux de David et Goya, dont la maîtrise est évidente, mais il me fit remarquer la qualité singulière et tout à fait inattendue chez ce peintre officiel du petit tableau sur bois de Meissonnier, La Barricade, constat poignant d'une chose vue. » Fin de citation. Picasso ayant réalisé ce portrait de Fernande à la mantille à la manière de Goya en 1906, reste de marbre, comme le montre le témoignage de Lémarie, face à la comtesse del Carpio, marquise de Solana. On note dans ce témoignage un léger décalage dans les dates entre la date officielle de la donation qui est de 1942 et la date indiquée par Lémarie qui est de 1948. Je n'ai pas trouvé encore le catalogue de l'exposition. Était-elle ouverte au public ou confidentielle? Eut-elle bien lieu en 1948 comme l'indique Lémarie? Il s'agira de poursuivre la recherche pour répondre à ces questions. La collection de la donation Baistegui est quant à elle visible au musée du Louvre. Elle est exposée, elle, de Sully, 2e étage, salle 901, si vous souhaitez la voir. Ainsi, si l'importance de la peinture espagnole du Louvre sur l'œuvre de Picasso semble être attestée par quelques exemples, elle semble moindre face à l'ampleur que celle que prend celle du musée du Prado. En effet, lors de mes recherches, j'ai pu consulter le fonds de carte postale d'art ancien que Picasso possédait. Du Louvre, Picasso conservait des reproductions d'œuvres, je ne vais pas toutes vous les citer, mais à titre d'exemple, donc il possédait des reproductions d'œuvres de Memling, Holbein le Jeune, Boucher, Clouet, le Pérugin, Delacroix, Ingres et le fameux scribe accroupi, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc a priori, pas de traces de peinture espagnole du Louvre dans ce fonds d'une trentaine de cartes. Cependant, parmi les 47 cartes du Prado, l'on en recense 13 figurant une œuvre de Goya, une carte reproduisant d'Esteban Murillo la Vierge de douleur et une autre représentant la reine Isabelle de Bourbon à cheval de Velázquez. Le reste des cartes postales du Prado sont des reproductions d'œuvres de Rubens pour la majorité.
Le constat est le même au sein de la correspondance. Les traces des maîtres espagnols du Louvre sont inexistantes à ce stade de la recherche. Enfin, j'ai poursuivi ces recherches en allant consulter le registre des copistes du Louvre. J'aurais rêvé avoir l'archive semblable à celle que vous exposez en ce moment à Malaga, du registre des copistes du Prado de 1897. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Donc les registres des copistes ont été consultés pour les périodes allant de 1892 à 1920. Ils sont classés par école de peinture, puis chaque école se décline par artiste, puis par œuvre, de sorte que l'on peut consulter pour chaque œuvre exposée à la période donnée la liste des artistes inscrits comme copistes. On ne trouve pas mention de Picasso, ni de Ruiz-Picasso dans les registres des copistes pour les écoles flamandes, hollandaises, italiennes, espagnoles, anglaises et françaises. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de consulter ces registres pour les dates postérieures à 1920. Donc pour conclure, s'il est bien connu que Picasso visita très peu de pays, le constat n'est pas tout à fait le même concernant les musées. Et l'idée avec laquelle j'ai ouvert cette présentation, selon laquelle il se rendait rarement dans les musées, est à nuancer. Certes, il avait une extraordinaire mémoire visuelle, enrichie d'ailleurs par un certain nombre de reproductions d'œuvres d'art sous forme de cartes postales, on l'a vu, de diapositives que lui apportait Hélène Parmelin notamment, voire de catalogues prêtés par Suzanne Ramier ou Daniel-Henri Kahnweiler par exemple. Mais ces reproductions viennent surtout compléter, nourrir l'œil picassien. Et on le voit dès les premières années parisiennes, mais aussi à la lumière de son rapport privilégié avec le Louvre et le Prado, la confrontation physique avec les œuvres de ces musées a une place décisive dans la formation de l'œil picassien. Concernant la peinture espagnole du Louvre, il est indéniable que l'artiste y ait porté une attention privilégiée. Fernande elle-même nous le rappelle. Cela dit, cette collection moindre par rapport à celle d'importance du Prado est moins visible dans l'œuvre de Picasso, qui, dans les années où il réalise les variations, donnera une place d'honneur à l'œuvre emblématique du Prado que sont les Ménines de Velázquez, tandis qu'il retiendra du Louvre les peintres français, Delacroix, Manet. En guise d'ouverture, j'aimerais porter votre attention sur des œuvres du Louvre que l'on retrouve dans les archives et qui sont pourtant peu présentes dans les recherches sur Picasso. Je parlais des antiquités égyptiennes et plus généralement des vestiges et objets provenant d'Égypte. On en trouve quelques traces, notamment par le scribe accroupi que j'ai mentionné précédemment. Et ainsi, par cet écho égyptien, je conclurai là encore que Picasso est là où on ne l'attend pas, et comme le résume si bien le douanier Rousseau, nous sommes les deux plus grands peintres de l'époque, toi dans le genre égyptien et moi dans le genre moderne. Voilà, je vous remercie.